Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue au Studio DV. C'est toujours un grand plaisir de vous recevoir. Aujourd'hui, c'est un plaisir suprême. Nous avons Pierre Van Vliet le retour, mon partenaire est là et c'est un peu l'arroseur arrosé puisque je vais l'interviewer, qui l'eût cru. Voilà, alors bonne émission et à tout de suite. Pierre, bonjour. Mais bonjour Jean-Paul. Bienvenue à la maison. Ben oui, c'est le mot. 6 mois plus tard. Un peu plus, 7 mois. 7 mois. Oui, 7 mois d'hibernation. Le temps passe vite. On est ravis de t'accueillir. Mais moi, je suis ravi d'être là. Oui, je peux comprendre. Tu nous manquais. Comment ça se passe en Espagne aujourd'hui, puisque tu vis quand même là-bas? Bon, ça se passe très différemment d'ici, je dois dire. Oui. Parce que le confinement est beaucoup moins strict. C'est-à-dire que depuis juin de l'année dernière, c'est-à-dire la fin du premier confinement, eh bien, tout est ouvert, c'est-à-dire non seulement les restos, les terrasses, les plages, mais les cinémas, les salles de théâtre, les salles de spectacle, les musées. Donc ça surprend un peu. Alors c'est essentiellement pour des raisons économiques, parce que je pense qu'ils ne peuvent pas tout à fait se permettre de tout fermer. Ils n'ont pas les mêmes... Et les restaurants ferment à 19h, par exemple? Non, ça a été le cas une courte période, quand ils ont un peu reconfiné en janvier. Mais non, le restaurant, enfin le couvre-feu est à 23h en Andalousie. D'accord. Donc on vit normalement, on vit tout à fait normalement. Tu as l'air très normal. Hein. J'ai eu plaisir à te voir, une bouffée de soleil. Non, mais voilà, la vie est douce là-bas et voilà, le climat et le fait qu'effectivement on vit à peu près normalement. On a toujours un masque sous le coude, mais ça s'arrête là, quoi. Alors, avant de parler de ce qui nous passionne, de ce qui nous anime, de ce qui nous anime d'ailleurs, ce sera mieux, je vais quand même te demander comment tu vois la gestion de la crise en Europe globalement, parce que moi je trouve que c'est surréaliste. Que tu vois ça comment, toi qui es quand même journaliste, qui a du recul? Moi je suis assez bienveillant, dans le sens où je vois les réseaux sociaux où on tire à boulet rouge sur les politiciens à longueur de journée, mais regardez dans le monde entier. Ils sont obligés de composer avec un virus qui change tout le temps, avec tous les experts, les soi-disant experts, changent d'avis comme de chemise, c'est-à-dire que on demande l'opinion de 15 experts, on a 18 avis différents. Donc moi je crois qu'il faut être relativement bienveillant, même si c'est vrai que il y a certaines décisions, notamment un peu belgo-belge, où c'est un peu ridicule évidemment d'avoir... Chaque pays a son ridicule. Hein. Oui, absolument. On ne détient plus le surréalisme, on ne le monopolise plus. Non, mais c'est vrai que par exemple, le couvre-feu qui n'est pas le même à Bruxelles et en périphérie, c'est grotesque évidemment. Bon. Alors moi j'ai quand même une très bonne nouvelle. Depuis que je fais le Studio DV, je fouine, je me nourris, j'essaie d'être à la hauteur. J'ai été sur un site qui s'appelle Stadbel, et qui est le site qui répertorie tous les décès confondus, tous les décès, donc on ne parle pas du Covid ici. Et depuis 2018, depuis 2009 jusqu'à 2018, sur le premier trimestre de l'année, cette année-ci, on est à 1157 décès de moins que sur toute cette période. Alors on n'en parle jamais parce qu'on est dans la peur, mais moi je trouve qu'il n'y a personne qui relève ça, c'est dommage, non? Oui, mais bon, les statistiques ont fait un peu dire ce qu'on veut aux chiffres. C'est vrai que... les décès, c'est les décès. Oui, mais enfin, le critère, c'est quand même plutôt les soins intensifs. Il ne faut pas que l'hôpital déborde et que des gens n'aient pas d'oxygène, et voilà. C'est vrai, mais depuis un an, qu'est-ce qu'on a fait pour les soins intensifs? C'est un autre débat. Oui, alors, tout à fait. On va quand même rentrer dans le vif du sujet. On a démarré cette superbe aventure du Club DV il y a une dizaine d'années, rue du Ham. Une douzaine même, oui. Une douzaine, oui, j'ai dit une bonne dizaine d'années. On avait le premier cercle, on avait tous nos amis, les pilotes, tous tes amis. Moi, j'étais un peu une pièce rapportée en tant qu'ancien sponsor et étant ami, oui, mais c'était un peu le principe, c'est-à-dire que le but du jeu, c'était de se retrouver entre acteurs de la course automobile, entre professionnels pour la plupart, c'est-à-dire pilotes, anciens pilotes, journalistes, ingénieurs, managers ou sponsors, pourquoi pas. Mais avec ce dénominateur commun passionnel qui nous unit. Alors, bon, rue du Ham, évidemment, ça avait un côté très amateur, très sympa, parce qu'on était
ça a été complètement spontané, improvisé. Oui, sur des tables en plastique avec des spaghettis que nous faisait merveilleusement Bernard Dedrive. C'est grâce à Bernard qui avait cet endroit improbable avec des voitures exceptionnelles. Et c'est comme ça que c'est parti. Ça a démarré en fait sur une conversation et sur une envie de se voir et de boire un coup en parlant en bagnole. Après, l'évolution, enfin le succès était tel que l'évolution a fait que aussi tu as permis, grâce à ce bâtiment extraordinaire, de faire rentrer le club dans une autre dimension, dans lequel il s'épanouit plutôt bien. Alors, on a tous pris 10-12 ans de plus. On avait déjà des amis qui étaient un peu plus âgés que nous. Donc, aujourd'hui, le premier cercle, il se fait rare. Il a vieilli. Il y en a qui, malheureusement, ne sont plus là. On pense très fort à eux. On est dans le deuxième cercle, voire le troisième. Oui, on élargit. Et puis, il y a quand même une passerelle générationnelle. Donc, maintenant, place aux jeunes, c'est un peu à eux de prendre le relais. On a toujours dit, il manque des jeunes, il manque des filles, mais c'est pas évident. Comment tu vois dans le temps l'évolution ? Ça m'intéresse. Oui, je comprends. Parce que je comprends. Moi, j'ai envie de dire, ça dépend d'eux, ça dépend de la génération suivante. Nous, on a fait le taf. Alors on peut continuer encore un peu, on n'est pas là que pour amuser la galerie. On est là pour partager, pour voir des gens. Voilà. J'ai une autre très bonne nouvelle. Tu vois que je suis très positif. Le fait que tu sois là me donne une bouffée de positivisme. On a quand même 5 membres Pitlane qui sont à cette heure-ci en ordre de cotisation. Donc on va aller excessivement loin avec 5 membres. Mais bon, c'est un autre débat. C'est bien d'avoir des mécènes qui nous soutiennent pendant le confinement. Heureusement, parce que voilà. On remercie bien sûr, ils se reconnaîtront, on remercie bien sûr les 5 membres en ordre de cotisation. Alors, mais on va rouvrir incessamment sous peu. De toute façon, moi je termine cette année 2021 avec toi à mes côtés quand tu es à Bruxelles. Il n'est pas question d'arrêter. Voilà, mais c'est vrai que ça commence à peser. On rouvre le 11 mai avec la jauge de 50 personnes en extérieur, avec tous les gestes barrières, bien évidemment. On va rouvrir le 1er juin avec la première soirée Pitlane, Michel Vaillant, bien sûr. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais des très très belles chaussures. On peut les voir ou... Absolument. C'est des chaussures un peu comment dire, asymétriques, parce que regardez, il y a une rouge et une bleue. Fais gaffe, tu as un trou dans ta chaussette. C'est du vrai Michel Vaillant. Vous voyez que c'est voilà. Carrément. Voilà. Donc voilà, c'est un must et c'est marqué là. Alors écoute, c'est merveilleux. Donc 1er juin, soirée Michel Vaillant. Et puis on a le 6 juillet où on fera une soirée Formule 1 avec de très belles autos que vous voyez en arrière-plan de nos amis Kiera. Voilà, ça c'est pour les bonnes nouvelles. Alors Pierre, tu continues à être très actif, tu continues à commenter, notamment IndyCar avec la MISIF. Explique-moi un peu comment se passent tes journées, comment tu vois les choses, voilà. Tu as toujours F1. Oui, je suis quand même en pré-retraite quelque part, ou en tout cas j'ai levé le pied par rapport au mode de vie qui a été le mien pendant 40 ans. Je te rassure, on est deux. Donc, c'est-à-dire, moi j'ai fait le tour du monde pendant 40 ans, donc c'est un mode de vie formidable, c'est un grand privilège d'avoir pu faire ça, d'avoir pu faire de ma passion mon métier et dans les conditions que j'ai pu le faire. Et puis, quelque part, le timing a fait, heureusement d'ailleurs, qu'on a basculé dans le digital et que maintenant, c'est l'ère du numérique et que les médias dans lesquels je travaille encore sont en format plutôt digital, et vous connaissez F1i évidemment, F1i.com en anglais, F1i.fr en français. Bon, j'ai pu vendre le site au bon moment, et puis la boîte à qui j'ai revendu F1i, pour laquelle je presse toujours avec mes partenaires belges, avec toute mon équipe, je m'y engage bien sûr. Eh bien, nous ont aussi confié le contenu d'autres sites automobiles, parce que Reworld Media, la boîte en question, s'est agrandie. Et donc, on a récupéré Autojournal, Sport Auto, Auto Plus. Et donc, ça fait quand même pas mal de boulot, même si c'est du télétravail et même si ça se passe dans l'écran et en Skype ou en Zoom ou en Teams. Paradoxalement, le papier ne se porte pas trop mal et tient le coup malgré la pandémie. Oui, alors ça dépend un peu des titres, ça dépend un peu du contexte. C'est vrai pour certains
pour certains magazines, parce que c'est quand même une clientèle plutôt grisonnante qui achète les journaux papier. Ou dégarnis. Ou dégarnis. Mais en ce qui concernait FAI Magazine, par exemple, on a tiré la prise parce que franchement, c'était plus rentable du tout. Et quelque part, le numérique, alors le contenu n'est peut-être pas tout à fait le même, ou l'emballage n'est pas tout à fait le même, mais on y met la même passion et la même expertise, je l'espère. Bon, alors, tu commentes encore IndyCar, oui, sur vous, oui, tout à fait. Voilà, sur vous. Ça se passe comment? Parce que tu es à distance aussi. Comment vous faites avec Ziv? Non, alors, dans l'IndyCar, moi, je reviens. L'année passée, avec le confinement, j'ai commenté quelques courses à distance. Ça peut être évident. Bon, j'ai un peu trop l'habitude, donc je me balade. Mais bon, c'est vrai que c'est plus sympa de faire ça à deux, donc avec Ziv, c'est quand même un peu plus dynamique. Et puis, bon, on commente pas en direct, puisque c'est diffusé en différé. C'est un produit qui est pas mal, parce que du coup, ça permet de faire un montage à peu près 1 heure, de se débarrasser de tous les drapeaux jaunes, de toutes les longueurs qu'il y a dans ces courses américaines. Et donc je vous recommande, le mercredi soir sur vous, Sport World, IndyCar. Moi j'adore parce que ça reste l'adrénaline du direct, parce que même si on ne commente pas en direct, c'est commenté en conditions de direct. Et moi ça, c'est des choses qui me manquaient un peu. Et voilà, je me régale maintenant, comme on faisait FAI TV avant. Et puis je vois que Jean-Paul a trouvé sa vocation. Donc, non, c'est vrai, parce que tu fais ça hyper bien. Moi j'ai été bluffé quand j'ai vu les premiers studios DV. Et je me suis dit, bravo, parce que ça fait vivre notre club, notre passion, notre petite bande. Et je crois que tout le monde, à l'autre bout de l'écran, se réjouit d'avoir des nouvelles. Ben, effectivement, Pierre, il fallait rester en contact avec les membres, donc j'ai rien trouvé d'autre, j'ai rien inventé. Et puis, je te remercie si tu m'encourages, et tu l'as fait à distance. C'est vrai que c'est plus de 110 000 vues depuis le début. Alors c'est vrai qu'il y a eu du lourd, il y a eu des polémiques, il y a eu beaucoup de choses, mais c'est vrai que c'est très encourageant. Et oui, et puis il y a des personnalités qu'on découvre un peu autrement, des membres qu'on connaît, mais où, voilà, oui. Non, c'est très sympa. Bon les amis, alors, le plaisir de revoir Pierre après 7 mois, vous vous doutez qu'on a plein de choses à se dire, on avait plein de choses qu'on voulait partager avec vous, donc on est trop long, ça c'est une certitude. On va le faire en 2 épisodes. Pierre Van Vliet, la suite, à très vite.